Le moniteur cardiaque émettait un bip lent et angoissant qui résonnait dans la nursery blindée du domaine Rossi. Le petit Léo, héritier d'un empire criminel impitoyable de 2 milliards de dollars, était en train de mourir de faim. Les meilleurs pédiatres de l'hôpital Mount Sinai avaient échoué. Ses petites veines meurtries rejetaient les perfusions intraveineuses. Lorenzo Rossi, un homme qui pouvait ordonner un contrat mafieux d'un simple geste, était totalement impuissant face au déclin de son fils. Le bébé refusait violemment chaque goutte de lait maternisé. Il se mourait, jusqu'à ce qu'une humble femme de chambre, cachant son propre secret tragique et douloureux, franchisse le seuil en pleine nuit et fasse l'impensable. Le domaine Rossi se dressait comme une forteresse impénétrable sur les falaises de Long Island. Il était lourdement gardé par des hommes portant des armes automatiques, avec silencieux sous des costumes italiens sur mesure. À l'intérieur, le manoir était une démonstration de richesse et de pouvoir. Il était couvert de marbre importé et d'œuvres d'art de la Renaissance. Mais pour Lorenzo Rossi, le chef incontesté du syndicat Rossi, le manoir ressemblait à un immense tombeau. 2 mois plus tôt, le monde de Lorenzo avait été violemment brisé. Une voiture piégée, posée par la famille rivale Moretti, avait explosé devant un gala de charité à Manhattan. Lorenzo avait survécu avec quelques côtes cassées. Sa femme, Sofia, n'avait pas eu cette chance. Elle était enceinte de 8 mois à ce moment-là. Les chirurgiens traumatologues du New York Presbyterian avaient réussi à mettre au monde le bébé Léo dans les dernières secondes de la vie de Sofia. Ils avaient sorti l'héritier prématuré des décombres du corps de sa mère. Lorenzo avait exercé sa vengeance, peignant les rues de Brooklyn en rouge jusqu'à l'extinction de la lignée Moretti. Mais le sang dans les rues ne pouvait pas sauver son fils. Léo ne parvenait pas à se développer. À 2 mois, le bébé ressemblait à une poupée de porcelaine sur le point de se briser. Sa peau était translucide, sa respiration superficielle. Depuis 2 semaines, Léo avait commencé à rejeter violemment toute nourriture. Les meilleurs laits maternisés biologiques, le lait maternel de donneuses provenant de cliniques privées d'élite, les perfusions de nutriments spécialisés, il vomissait tout. Son système digestif est en train de s'arrêter, Monsieur Rossi, dit le docteur Harrison Gallagher, le néonatologiste en chef. Le médecin transpirait abondamment, s'épongeant le front avec un mouchoir en soie, debout au milieu du sombre bureau en acajou de Lorenzo, entouré des capots lourdement armés du don. Le médecin savait qu'il annonçait une nouvelle qui pourrait lui coûter la vie. Nous avons fait toutes les analyses toxicologiques, tous les tests génétiques. Il n'y a aucune explication médicale à ce rejet absolu de nutriments. Son corps est tout simplement en train d'abandonner. Lorenzo, debout près de la baie vitrée surplombant l'Atlantique, écrasa le verre de whisky en cristal dans sa main. Les éclats tranchants lui lacérèrent la paume, mais il ne broncha pas. Du sang coula sur le tapis perçant. « Vous êtes en train de me dire, » dit Lorenzo, sa voix un murmure bas et terrifiant, « que je peux acheter la moitié des juges de l'État de New York, mais que je ne peux pas acheter une seule once de graisse pour les os de mon fils? Je suis désolé, Don Lorenzo. Nous avons peut-être 48 heures avant que ses organes ne commencent à défaillir complètement. » En bas, complètement inconsciente des intrigues de la mafia et de la tragédie imminente, se trouvait Hunter Higgins. Hunter avait 24 ans, les yeux cernés, et se déplaçait comme un fantôme dans les immenses couloirs du manoir. Elle portait l'uniforme noir et blanc standard du personnel de nettoyage du domaine. Elle frottait les plaintes de l'aile est jusqu'à ce que ses jointures saignent. Hunter était une femme qui fuyait son propre enfer personnel. 3 semaines plus tôt, son ex-petit ami violent, un petit joueur qui devait 50 000 $ à des usuriers, l'avait poussé dans les escaliers lors d'une crise de rage alcoolisée. Hunter était enceinte de 38 semaines. Elle avait perdu le bébé, une petite fille qu'elle avait déjà nommée Lily. La douleur physique de son corps en convalescence n'était rien comparée au vide émotionnel écrasant. Mais la nature était cruelle. Bien que son bébé soit parti, le corps de Hunter ne le savait pas. Ses seins étaient douloureusement engorgés, laissant couler du lait pour un enfant qui ne pleurerait jamais pour l'avoir. Elle bandait sa poitrine avec des bandages serrés sous son uniforme de femme de chambre. Elle prenait des analgésiques du marché noir, juste pour tenir pendant ses épuisants services de 12 heures. Elle avait pris ce travail, engagée par une agence discrète qui ne posait pas de questions, parce que les usuriers que son ex avait provoqués la traquaient maintenant. Elle avait besoin d'argent,
et le domaine Rossi payait en épaisse enveloppe de billets de $100 non traçables. Le premier jour, on avait donné 3 règles à Hunter. Garder la tête baissée, ne jamais parler aux hommes armés et ne jamais, sous aucun prétexte, s'approcher de la suite principale ou de la nursery au 3e étage. Mais le deuil est une boussole étrange. Et cette nuit-là, la maison était inhabituellement silencieuse. Il était 2 heures du matin. Hunter polissait la rampe d'escalier au palier du 2e étage quand elle l'entendit. Un cri. Ce n'était pas le cri normal d'un bébé. C'était un son faible, rauque, pitoyable. Le son d'une petite créature qui avait mené son dernier combat et qui gémissait de défaite. Hunter se fit dire. Le chiffon tomba de sa main. Au plus profond de sa poitrine, un déclencheur biologique primal s'activa. Son lait monta, mouillant les bandages sous sa chemise avec une douleur aiguë et brûlante. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Elle savait qu'elle ne devait pas bouger. Elle savait qu'il y avait des caméras. Elle savait que les hommes qui gardaient cette maison faisaient disparaître des gens pour des fautes moindres. Mais le cri retentit à nouveau, si frêle, si désespéré. Hunter abandonna son matériel de nettoyage et commença à monter le grand escalier vers le 3e étage interdit. Le couloir du 3e étage était faiblement éclairé par des appliques anciennes. Au fond se trouvait la lourde porte en chêne de la nursery, légèrement entr'ouverte. Hunter s'avança à pas de loup, ses chaussures à semelles de caoutchouc ne faisant aucun bruit sur l'épais tapis. Elle s'attendait à voir des gardes, mais le couloir était vide. Plus tard, elle apprendrait que Lorenzo avait renvoyé tout le monde, incapable de supporter la vue d'étrangers, regardant son fils mourir, voulant que l'étage soit complètement isolé. Hunter jeta un coup d'œil par la fente de la porte. La nursery était de la taille d'un appartement standard, équipé de moniteurs médicaux, qui clignotaient dans la pénombre. Au centre se trouvait un immense berceau en acajou, sculpté à la main. À côté, affalée dans un fauteuil en cuir moelleux, se trouvait l'infirmière de nuit, Béatrice. La femme plus âgée dormait profondément, une bouteille de chardonnay haut de gamme à moitié vide, posée sur la table d'appoint à côté d'elle. Une colère chaude et soudaine monta dans la poitrine de Hunter. Comment pouvait-elle dormir pendant qu'un bébé pleurait? Hunter se glissa dans la pièce. L'air était stérile, sentant légèrement l'alcool à friction et la poudre pour bébé de luxe. Elle s'approcha du berceau et baissa les yeux. La vue du petit Léo brisa ce qui restait du cœur fragile de Hunter. Il était si petit, branché à un enchevêtrement de tubes qui paraissait monstrueux sur sa peau pâle. Ses petits poings étaient serrés, son visage crispé dans un faible sanglot silencieux. Il cherchait, tournant sa petite tête d'un côté à l'autre, ouvrant la bouche dans une recherche désespérée de nourriture. « Oh, mon petit ange !» murmura Hunter, des larmes coulant immédiatement sur ses cils. « Tu as si faim. »« Je sais, je sais. » Sans réfléchir, poussé par un instinct brut et dévastateur qui submergea sa peur du chef de la mafia propriétaire de cette maison, Hunter se pencha dans le berceau. Elle manœuvra soigneusement autour des fils et prit le bébé fragile dans ses bras. Il semblait léger, trop léger. Elle s'assit sur le rebord du siège de fenêtre en velours, tournant le dos à l'infirmière endormie. Sa poitrine palpitait d'une pression douloureuse. En tremblant, Hunter déboutonna le haut de son uniforme de femme de chambre, écarta les bandages restrictifs et guida le visage du bébé vers son sein nu. Pendant une seconde terrifiante, Léo ne bougea pas. Il resta inerte contre sa peau. Puis un miracle se produisit. L'odeur naturelle et chaude du lait maternel, et non le lait de donneuse stérile et traité chimiquement, ou le lait maternisé qu'on lui avait donné de force, frappa ses sens. La petite bouche de Léo s'ouvrit. Il se mit à téter. Hunter laissa échapper un sanglot de soulagement et de libération physique alors que le bébé commençait à téter. C'était faible au début, désordonné, mais en quelques secondes, le rythme se stabilisa. Téter, avaler, respirer. Ce son était la plus belle musique que Hunter ait jamais entendue. Des larmes coulaient sur son visage, tombant sur les cheveux fins et sombres de Léo alors qu'elle le berçait doucement. « C'est ça, mon cœur », souffla-t-elle, complètement perdue dans l'instant. « Bois, je suis là pour toi. » Le bip-bip-bip rythmé et régulier du moniteur cardiaque commença à se renforcer, le tempo s'adoucissant à mesure que la détresse du bébé s'estompait dans le confort de la chaleur d'une mère. « Éloignez-vous de mon fils !» La voix était froide, calme, et portait le poids d'une arme chargée.
Le sang de Hunter se glaça. Elle leva lentement la tête. Debout dans l'embrasure de la porte, se tenait Lorenzo Rossi. Il portait toujours son pantalon de costume et une chemise blanche impeccable. Les manches étaient retroussées pour révéler des tatouages sombres enroulés autour de ses avant-bras. Dans sa main droite, parfaitement pointé sur la tête de Hunter, se trouvait un pistolet Heckler & Koch USP avec silencieux. Derrière lui, deux gardes du corps massifs, Dominique et Rocco, se tenaient avec leurs armes dégainées, leurs yeux balayant la pièce. L'infirmière endormie, Béatrice, se réveilla en sursaut, haletant en voyant le don tenir une arme. « Monsieur Rossi, j'ai juste fermé les yeux une seconde. Cette femme de chambre, elle s'est faufilée. »« Tais-toi, Béatrice » siffla Lorenzo, sans jamais quitter Hunter de ses yeux sombres et mortels. Il entra complètement dans la pièce. « Je vais vous le demander une seule fois avant de vous mettre une balle entre les deux yeux. Qu'est-ce que vous faites à mon fils ?» Hunter était paralysé par la terreur, mais elle ne lâcha pas le bébé. Son instinct protecteur s'enflamma, et elle enroula son corps défensivement autour de Léo, le protégeant des armes. Il avait faim, balbutia-t-elle, des larmes traçant des sillons dans la poussière sur ses joues. Il pleurait. Personne ne l'aidait. Lorenzo s'approcha, l'arme toujours pointée. Il rejette toute nourriture. Il vomit tout. Posez-le, maintenant. Regardez-le, sanglota Hunter, sa voix se brisant. Elle inclina son corps juste assez pour que Lorenzo puisse voir. Le souffle de Lorenzo se coupa. Il se figea. Léo ne s'étouffait pas. Il ne s'étranglait pas ou ne devenait pas bleu comme il l'avait fait avec chaque biberon depuis 2 semaines. Les yeux du bébé étaient fermés dans un bonheur paisible, sa petite mâchoire travaillant rythmiquement alors qu'il buvait profondément. Pour la première fois de sa courte et tragique vie, une légère teinte rose commençait à apparaître sur ses joues pâles. Le lourd silence dans la pièce n'était rompu que par les doux bruits humides du bébé qui déglutissait. Lorenzo abaissa lentement son arme. Ses mains, qui avaient étranglé des hommes à mort sans un tremblement, tremblaient. Il regarda son fils, puis le visage terrifié et couvert de larmes de la jeune femme de chambre. « Rocco » dit doucement Lorenzo. Sa voix était chargée d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de sa femme. « Fais sortir Béatrice de ma vue. Si je la revois un jour dans cet état, elle finit dans la rivière. »« Oui, patron » grogna Rocco, traînant l'infirmière hurlante hors de la pièce par le col. Lorenzo marcha lentement vers Hunter, qui se pressa contre la vitre de la fenêtre, serrant le bébé qui tétait. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Il baissa les yeux sur l'enfant, observant la montée et la descente régulière de la poitrine de Léo. Puis ses yeux sombres se levèrent pour rencontrer ceux de Hunter. « Qui êtes-vous » demanda-t-il doucement. En moins d'1 heure, toute la vie de Hunter était étalée sur l'immense bureau en chêne du bureau de Lorenzo. Silas, le chef du renseignement et hacker du syndicat, tendit à Lorenzo une tablette cryptée. Hunter Higgins, 24 ans, casier vierge, engagé il y a 3 jours par le service de nettoyage sous contrat. L'ex-petit ami est Tommy Vance, un bon à rien qui doit $50,000 à la mafia russe de Brighton Beach. Les dossiers médicaux du centre médical Saint-Jude le confirment, patron. Elle a donné naissance à une fille mort-née il y a exactement 22 jours. Elle est biologiquement prête à allaiter. Lorenzo était assis dans le fauteuil en cuir, fixant les images de sécurité de la nursery. Il regardait la rediffusion de Hunter tenant son fils, la façon dont elle avait instinctivement protégé Léo avec son propre corps lorsque les armes avaient été dégainées. Une civile, une inconnue, et pourtant, elle avait fait ce que des millions de dollars de sciences médicales n'avaient pas pu faire. Rembourser la dette de son ex aux Russes, ordonna Lorenzo, sans quitter l'écran des yeux. Ensuite, demandez à Dante de lui rendre visite. Brisez-lui les 2 jambes et dites-lui que s'il prononce encore son nom, je lui prendrai ses mains. Annulez son bail d'appartement. Faites apporter ses affaires ici. Silas hocha la tête. Compris. Et la fille? Elle ne quitte pas cette propriété. Jamais. De retour dans la nursery, Hunter était complètement déconcerté. Il y a 1 heure, elle était une femme de ménage menacée d'expulsion et de violence mafieuse. Maintenant, elle était assise dans un fauteuil à bascule en velours, enveloppée dans une luxueuse robe de chambre en soie qu'une des femmes de chambre lui avait apportée à la hâte. Le petit Léo dormait profondément contre sa poitrine, rassasié et content pour la première fois de sa vie.
La porte s'ouvrit et Lorenzo entra. Il se déplaçait avec la grâce prédatrice et silencieuse d'un homme qui possédait tout ce qu'il voyait. Il congédia les deux gardes à la porte d'un signe de tête et la referma derrière lui. Hunter se tendit instinctivement, resserrant sa prise sur le bébé endormi. « Il dort », dit Lorenzo. Sa voix était dépouillée de la violence dure de tout à l'heure. Il approcha une chaise et s'assit en face d'elle. Le docteur Galligan vient de vérifier ses signes vitaux. Son rythme cardiaque est normal. Ses niveaux d'oxygène sont en hausse. Il a gardé le lait. Il avait juste besoin du contact d'une mère, murmura Hunter, baissant les yeux sur le garçon. Le lait maternisé et les biberons en plastique. Parfois, les bébés qui ont subi un traumatisme ont juste besoin de chaleur. Du pot à pot. Lorenzo la fixa intensément. Vous avez perdu un enfant. Hunter tressaillit, la blessure fraîche de son deuil rouverte. Oui. Je suis désolé pour votre perte, dit Lorenzo. Et à la surprise de Hunter, il semblait entièrement sincère. Le chef de la mafia impitoyable avait des cernes sous les yeux qui reflétaient les siens. Ma femme m'a été enlevée. Ils ont essayé de prendre mon fils. Je ne laisserai pas cela se produire. Vous lui avez sauvé la vie ce soir, Hunter. Pour cela, vous avez ma gratitude et vous avez ma protection. Protection? Demanda Hunter, la voix tremblante. Vos dettes sont effacées. Les hommes qui vous cherchaient ne vous dérangeront plus jamais. Vous ne nettoyez plus cette maison. Vous êtes la nourrice de Léo. Vous aurez la suite attenante à cette nursery. Vous aurez un salaire de 20 000 $ par semaine. Vous ne manquerez de rien. Mais en échange, vous appartenez maintenant à la famille Rossi. Vous ne quittez pas ce domaine sans mon escorte armée. Vous consacrez chaque souffle que vous avez à maintenir mon fils en vie. Avons-nous un accord? Ce n'était pas une question. C'était un ordre. Hunter regarda le bébé endormi. Elle n'avait plus rien au monde. Pas de famille, pas de maison, pas de bébé à elle. Ce petit garçon avait besoin d'elle. Et d'une manière étrange et tordue, elle avait tout autant besoin de lui pour guérir son cœur brisé. Oui, murmura Hunter. La semaine suivante, la vie de Hunter se transforma. Elle vivait dans une suite luxueuse et spacieuse. Elle mangeait des repas préparés par un chef privé, conçu spécifiquement pour stimuler sa production de lait. Léo s'épanouissait. Sous les soins et l'alimentation constante de Hunter, le bébé prit du poids. La teinte bleutée de sa peau se transforma en une lueur rose et saine. Il commença à ouvrir plus fréquemment ses yeux sombres, se fixant sur le visage de Hunter avec une concentration intense. Lorenzo visitait la nursery chaque soir. Le terrifiant Don s'asseyait tranquillement dans le fauteuil, regardant Hunter nourrir et bercer son fils. Il parlait rarement, mais un étrange lien tacite se formait entre le mafieux en deuil et la femme brisée qui avait ramené la vie dans sa maison. Mais Hunter était très observatrice. Survivre à une relation abusive lui avait appris à lire les changements subtils dans une pièce. Et quelque chose dans la maison Rossi n'allait pas du tout. Cela a commencé avec Camilla Romano, la sœur cadette de Sofia. Camilla visitait le domaine sous le prétexte d'une tante venant voir son neveu malade. Camilla était magnifique, vêtue de Prada de la tête aux pieds, couverte de diamants. Quand elle entra dans la nursery et vit Léo, grassouillet et en bonne santé dans les bras de Hunter, Hunter surprit une micro-expression sur le visage de Camilla. Ce n'était pas de la joie, c'était de la fureur pure et sans mélange. Camilla la masqua rapidement avec un sourire mielleux. « Oh mon doux neveu, c'est un miracle. Et vous ?» Camilla toisa Hunter de haut en bas avec un dégoût à peine dissimulé. La femme de chambre héroïne. Comme c'est rustique. Hunter garda la tête baissée, mais ses instincts hurlaient. Le soupçon se transforma en une réalité terrifiante 2 nuits plus tard. Hunter était dans la cuisine attenante de la suite de la nursery, préparant une tasse de tisane d'allaitement. Le domaine dormait. La nouvelle infirmière de nuit, une jeune femme nommée Sarah, était sortie pour aller aux toilettes. Hunter remarqua une rangée de bouteilles en verre spécialisées et scellées du lait maternisé biologique que Léo avait précédemment rejeté. Lorenzo avait ordonné de les garder dans le réfrigérateur médical au cas où la production de Hunter viendrait à manquer. Hunter ouvrit le réfrigérateur. L'un des sceaux d'inviolabilité sur une bouteille neuve de lait maternisé était légèrement soulevé. En fronçant les sourcils, Hunter sortit la bouteille. Elle dévissa le bouchon et renifla. Sous l'odeur douce et laiteuse du lait, il y avait une faible odeur métallique,
presque comme des amandes amères. Hunter se souvint de ce que le docteur Gallagher avait dit. Son système digestif est en train de s'arrêter. Nous avons fait des analyses toxicologiques. Mais, et s'il cherchait les mauvais poisons? Et si c'était quelque chose d'exotique, indétectable dans les tests standards? Soudain, une ombre se projeta sur le seuil de la cuisine. Hunter se retourna brusquement. Debout dans la pénombre se trouvait Béatrice, l'ancienne infirmière en chef que Lorenzo avait renvoyée et ordonné de jeter hors de la maison. Mais elle n'était pas partie. Elle tenait un pistolet avec silencieux, et il était pointé directement sur la poitrine de Hunter. « Tu aurais dû continuer à nettoyer les sols, petite », ricana Béatrice, armant le chien du pistolet. « Tu es en train de tout gâcher. » La lumière fluorescente et bourdonnante du réfrigérateur médical illuminait le visage tordu de Béatrice. Hunter resta parfaitement immobile, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Le pistolet avec silencieux dans la main de l'ancienne infirmière était stable, une extension glaçante de sa malveillance. Dans sa main gauche, Hunter tenait toujours la bouteille ouverte de lait maternisé contaminé. « Tu étais censé être une personne insignifiante », siffla Béatrice, s'avançant dans la cuisine et fermant la porte à clé derrière elle. Une petite femme de ménage tragique qui serait partie en une semaine. Sais-tu combien d'argent on m'a promis quand ce morveux aurait enfin lâché? 2 millions de dollars. Une villa en Toscane. Et toi, petite vache, tu as ruiné des mois de dosage minutieux. L'esprit de Hunter s'emballa, l'adrénaline inondant son système. Les pièces de l'horrible puzzle s'emboîtèrent violemment. « Vous l'avez empoisonné », murmura Hunter. Sa voix tremblait d'un mélange de terreur et de rage maternelle écrasante. Il n'était pas malade. Ses organes ne défaillaient pas naturellement. Vous étiez en train de tuer lentement un nouveau-né sous le toit de son père. Pas moi, se moqua Béatrice, ses yeux brillants d'une cupidité maniaque. Je ne faisais que livrer les repas. Le lait était déjà trafiqué. Juste une goutte par jour de quelque chose de spécial importé d'un laboratoire privé à Zurich. Indétectable. Ça imite une insuffisance gastro-intestinale sévère. Les médecins de Mount Sinai ont été complètement dupés. Tout le monde l'était, jusqu'à ce que tu décides de jouer les sauveuses. « Pourquoi ?» demanda Hunter, déplaçant subtilement son poids. Le comptoir derrière elle contenait la lourde bouilloire électrique qu'elle venait d'utiliser pour son thé. Elle était encore brûlante. « Lorenzo va vous tuer. Il va vous déchiqueter. Lorenzo ne saura jamais. » Sourit Béatrice, levant l'arme pour viser directement entre les yeux de Hunter. « Je vais te tirer dessus, mettre l'arme dans ta main et dire au don que tu as craqué. Le syndrome de la mère en deuil. Tu t'es suicidé et malheureusement, dans la lutte, le bébé a été blessé. Une tragédie, vraiment. » Le doigt de Béatrice se resserra sur la gâchette. Survivre aux abus physiques brutaux de son passé avait appris à Hunter une leçon vitale. Quand on est acculé, on ne se fige pas, on se bat. Avec un cri guttural, Hunter lança violemment la bouteille ouverte de lait, empoisonnée directement au visage de Béatrice. Le liquide épais et piquant éclaboussa les yeux de la femme. Béatrice hurla, son doigt se crispant sur la gâchette. Un bruit sourd résonna dans la cuisine, et une balle brisa le coûteux dosseret en marbre à quelques centimètres de l'oreille de Hunter, faisant pleuvoir des fragments de pierre tranchants sur ses épaules. Avant que Béatrice ne puisse s'essuyer les yeux et tirer à nouveau, Hunter se jeta en arrière, attrapa la poignée de la bouilloire électrique bouillante et la balança de toutes ses forces. La base lourde heurta le côté de la tête de Béatrice avec un craquement écœurant, ébouillantant simultanément la femme plus âgée. Béatrice s'effondra sur le sol, hurlant de douleur, le pistolet glissant sur le parquet poli. Hunter n'hésita pas. Elle se jeta sur l'arme, la projetant sous l'immense îlot en acier inoxydable, puis se précipita vers la porte de la nurserie. Mais elle n'eut pas besoin de l'atteindre. La lourde porte en chêne fut enfoncée avec une force si explosive que le cadre se brisa. Lorenzo se tenait là, une vision terrifiante de violence pure et déchaînée. Il était torse nu, s'étant manifestement précipité de son propre lit. Son torse était couvert d'encre complexe de la mafia sicilienne. Dans sa main se trouvait un énorme Kimber 1911. Derrière lui, Dominique et Rocco firent irruption dans la pièce, fusil d'assaut levé. Les yeux de Lorenzo se posèrent sur Hunter, qui tremblait, couverte de poussière de marbre et de lait renversé, haletant. Puis son regard mortel se posa sur Béatrice,
qui se tordait et sanglotait sur le sol de la cuisine. « Sécurisez le périmètre !» rugit Lorenzo, sa voix faisant trembler les lustres en cristal. « Dominique, va voir mon fils. »« Le garçon est en sécurité, patron !» cria Dominique une seconde plus tard depuis la nurserie. « Il dort profondément. » Lorenzo leva son arme et traversa la pièce en 3 longues enjambées, attrapant Béatrice par la gorge et la soulevant du sol comme si elle ne pesait rien. Son visage était un masque de fureur absolue et glaçante. « Vous avez exactement 5 secondes pour expliquer pourquoi vous êtes dans la suite de mon fils avec une arme ou je vous arracherai la peau des os. »« Elle l'a empoisonné, cria Hunter, ses genoux cédant enfin. Elle glissa le long des armoires de cuisine jusqu'au sol, sanglotant de manière incontrôlable. « Lorenzo, elle a empoisonné le lait. C'est pour ça que Léo se mourait. Il n'était pas malade. Il était en train d'être assassiné. » Lorenzo se figea. La température dans la pièce sembla chuter en dessous de 0. Il tourna lentement la tête pour regarder Hunter, assimilant ses paroles, avant de tourner ses yeux morts et vides vers l'infirmière haletante dans sa poigne. « Est-ce vrai ?» demanda Lorenzo. Ce n'était pas un cri, c'était un murmure, ce qui était infiniment plus terrifiant. « Je, s'étouffa Béatrice, son visage devenant violet. Lorenzo la projeta contre le réfrigérateur, cabossant l'acier inoxydable. « Qui a donné l'ordre? S'il vous plaît, » supplia-t-elle, des larmes coulant sur son visage ébouillanté. « Elle tuera ma famille. Elle me l'a promis. Je me fiche de votre famille, » dit Lorenzo, son pouce appuyant sur sa trachée. « Donnez-moi un nom, Béatrice, ou vous ne vivrez pas pour voir le soleil se lever sur l'Atlantique. »« Camilla !» hurla Béatrice, se débattant dans sa poigne. « C'était Camilla Romano, votre belle-sœur. » Le silence tomba sur la cuisine, rompu seulement par la respiration saccadée de Hunter. Lorenzo ferma les yeux une fraction de seconde, la trahison ultime se lisant sur ses traits endurcis. La propre sœur de Sofia, la femme qui avait pleuré à l'enterrement. Lorenzo lâcha Béatrice. Elle s'effondra sur le sol, cherchant de l'air. « Rocco !» ordonna Lorenzo, sa voix dépourvue de toute émotion humaine. « Emmène-la au sous-sol insonorisé. Appelle l'équipe de nettoyage. Je veux que chaque bouteille, chaque goutte de lait dans cette maison soit mise en boîte comme preuve pour Silas. Personne ne dort cette nuit. »« Oui, Don Lorenzo. » Alors que les gardes emmenaient l'infirmière en sanglots, Lorenzo reporta son attention sur Hunter. Le roi de la mafia s'agenouilla sur le sol à côté d'elle. Il tendit ses grandes mains calleuses, brossant doucement la poussière de marbre de ses cheveux. Il remarqua la légère coupure sur sa joue où un fragment de pierre l'avait éraflé. « Vous l'avez combattu » murmura Lorenzo, ses yeux sombres parcourant son visage avec un mélange d'admiration et de profond respect. « Elle allait faire du mal à Léo » chuchota férocement Hunter, enroulant ses bras autour de sa propre poitrine. « Je ne pouvais pas la laisser faire. Je ne laisserai personne lui faire du mal. » L'expression de Lorenzo s'adoucit, une fissure se formant dans l'armure impénétrable qu'il portait pour le monde. Il se pencha en avant et, à la grande surprise de Hunter, la serra contre sa poitrine. Il la tint fermement, enfouissant son visage dans ses cheveux. Elle sentait le lait, le miel et la poudre à canon. « Tu l'as encore sauvé. » Lorenzo jura dans l'obscurité de la cuisine. « Je le jure sur ma vie, Hunter. Tu n'auras plus jamais à te battre pour ta vie dans ma maison. » À 6 heures du matin le lendemain, le domaine Rossi était vide. Lorenzo ne prenait aucun risque. Si Camilla Romano avait infiltré son cercle intime une fois, elle pouvait le refaire. Le vaste manoir de Long Island était une forteresse, mais une forteresse compromise. Sous le couvert de l'obscurité, dans un convoi de Cadillac Escalade noir blindé, Lorenzo déplaça ses biens les plus précieux vers un lieu connu seulement de 3 personnes au monde. C'était un penthouse non déclaré de 40 millions de dollars au cœur de Tribeca. Occupant tout le dernier étage d'un gratte-ciel, il disposait de serrures biométriques, de baies vitrées par balles, d'une infirmerie privée et d'un ascenseur dédié nécessitant des scans rétiniens. Hunter se tenait près des immenses fenêtres, tenant le petit Léo. Le soleil du matin se levait sur la ligne d'horizon de New York, jetant une lueur dorée sur le nourrisson endormi. Il venait de finir une tétée complète et était blotti lourdement contre sa poitrine, emmailloté dans une couverture en cachemire. Hunter ressentait un amour profond et écrasant pour cet enfant. Il avait comblé le trou béant et saignant dans son cœur laissé par sa fille. « La vue est meilleure ici »,
gronda une voix profonde derrière elle. Hunter se tourna. Lorenzo se tenait dans l'embrasure de la porte du salon. L'épuisement des dernières 24 heures était profondément gravé dans les rides autour de ses yeux, et sa mâchoire était couverte d'une barbe sombre. Il se versa une mesure de scotch d'une carafe en cristal, malgré l'heure matinale. « C'est magnifique !» acquiesça doucement Hunter. « Est-il en sécurité ici, Lorenzo ?»« Il est intouchable ici, » répondit Lorenzo, s'approchant pour la rejoindre à la fenêtre. Il baissa les yeux sur son fils, caressant doucement la joue potelée du bébé, avec un doigt épais. « Silas a analysé le lait que tu as jeté. Il était lassé de ricine et d'un dépresseur cardiaque synthétique. C'était conçu pour imiter le syndrome de la mort subite du nourrisson à terme. Camilla voulait que l'héritier disparaisse. « Mais pourquoi ?» demanda Hunter, le front plissé. « C'est son neveu. C'est le sang de sa sœur. » « L'argent et le pouvoir, Hunter. C'est la seule langue que les 5 familles parlent, dit amèrement Lorenzo, prenant une gorgée du liquide ambré. Quand Sofia est morte, le syndicat de sa famille, les Romano, était censé fusionner entièrement avec le mien sous le nom de Léo. Si Léo meurt, les actifs des Romano reviennent entièrement à Camilla. De plus, je crois qu'elle veut forcer un mariage entre nous pour consolider le pouvoir. Elle pense que si je suis en deuil et vulnérable, je me tournerai vers elle. Hunter sentit une pointe aiguë d'une émotion inconnue dans sa poitrine. La jalousie. La pensée de cette femme venimeuse et parfaitement manucurée touchant Lorenzo fit bouillir le sang de Hunter. Elle rapprocha instinctivement Léo d'une fraction de pouce. Lorenzo remarqua le geste protecteur. Un léger sourire sincère effleura ses lèvres. « Tu n'as pas à t'inquiéter, Mia Cara. Camilla Romano ne mettra plus jamais les pieds près de toi ou de mon fils. Mais je ne peux pas simplement l'exécuter. Si je tue la chef de la famille Romano, sans preuve irréfutable présentée à la commission, cela déclenchera une guerre mafieuse qui réduira New York en cendres. J'ai besoin qu'elle avoue. J'ai besoin de la faire sortir. Comment? En la laissant croire qu'elle a gagné. Pendant les 3 jours suivants, le penthouse devint un sanctuaire isolé. Lorenzo sortait rarement, dirigeant son immense empire criminel depuis une batterie de serveurs cryptés dans le bureau. Pour Hunter, c'était une étrange réalité suspendue. Elle était captive, mais elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité ou aussi chérie. Lorenzo la traitait non pas comme une employée, mais comme une égale. Il faisait livrer les plus beaux vêtements de Bergdorf Goodman pour elle. Des tenues d'intérieur en soie douce, des robes sur mesure, des pulls en cachemire. Il dînait avec elle tous les soirs, l'interrogeant sur sa vie avant le traumatisme, écoutant attentivement ses histoires sur son enfance dans le nord de l'État de New York. La proximité physique était enivrante. Chaque fois que Hunter nourrissait Léo le soir, Lorenzo s'asseyait près d'elle. Il la regardait avec une intensité affamée et révérencieuse qui faisait rougir la peau de Hunter et lui coupait le souffle. Les frontières entre le don de la mafia et la nourrice, entre le protecteur et la protégée, s'estompaient pour devenir quelque chose de profond, de puissant, et de profondément romantique. La 4e nuit, Lorenzo mit son plan à exécution. Il était assis à la table à manger, un téléphone prépayé à la main. Hunter était assise en face de lui, faisant sauter un Léo gazouillant sur son genou. « Je vais passer l'appel », dit Lorenzo, ses yeux rencontrant ceux de Hunter. « Es-tu prête ?» Hunter hocha la tête, la mâchoire serrée. « Fais-le. » Lorenzo composa le numéro privé de Camilla. Il mit le téléphone sur haut-parleur et le posa sur la table. Il prit une profonde inspiration, transformant instantanément sa posture et sa voix. Fini le protecteur fort et stable. À sa place se trouvait un père brisé et en deuil. Lorenzo. La voix de Camilla ronronna à travers le haut-parleur, dégoulinant de fausses sympathies. Chérie, j'essaie de te joindre depuis des jours. Les rumeurs courent. Est-ce que tout va bien au domaine? Camilla, articula Lorenzo, forçant sa voix à se briser. C'est Léo. Il y eut une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Oh mon Dieu! Lorenzo, non! Que s'est-il passé? Son état s'est aggravé. Mentit Lorenzo avec aisance, s'agrippant au bord de la table. La nouvelle infirmière, cette femme de chambre, elle était incompétente. Elle l'a fait tomber. Il est aux soins intensifs privés du New York Presbyterian. Il ne pense pas qu'il passera la nuit. Son cœur est en train de lâcher. Hunter regardait, fasciné par la capacité terrifiante de Lorenzo à manipuler. «
Je suis tellement désolé, Lorenzo, dit Camilla. Hunter pouvait presque entendre le sourire triomphant dans la voix de la femme. J'arrive à l'hôpital tout de suite. Tu ne devrais pas être seul. Non, dit rapidement Lorenzo. Je ne supporte pas l'hôpital. Je l'ai laissé avec les médecins. Je suis à l'ancienne planque, celle près des quais à Brooklyn. J'ai juste besoin de toi, Camilla. Tu es la seule famille qu'il me reste. Je serai là tout de suite, mon amour, murmura Camilla. Ne bouge pas. La ligne se coupa. L'expression de Lorenzo redevint instantanément de pierre. Il se leva, vérifiant le chargeur de son pistolet. Elle a mordu à l'hameçon, dit Lorenzo, sa voix mortelle. Elle va à l'entrepôt de Brooklyn pour réconforter le veuf éploré. Silas et Dominique attendent avec le matériel d'enregistrement. Quand elle se vantera, nous l'aurons. Hunter se leva, tenant Léo fermement. Fais attention, Lorenzo. S'il te plaît. Lorenzo traversa la pièce, entrant dans l'espace personnel de Hunter. Il tendit la main, lui prenant la nuque avec une main chaude et lourde. Son pouce caressa doucement sa mâchoire. « Je reviendrai toujours vers toi », murmura Lorenzo, son regard tombant sur ses lèvres. Lentement, délibérément, il se pencha et déposa un baiser doux et prolongé sur son front, puis sur le sommet de la tête de Léo. « Verrouille les portes. Ne les ouvre pour personne d'autre que moi. » Alors que les portes de l'ascenseur privé se fermaient derrière Lorenzo, Hunter sentit un froid profond s'installer dans le penthouse. Elle se dirigea vers les moniteurs de sécurité, observant les caméras qui surveillaient la rue en bas. 20 minutes passèrent. Soudain, le téléphone de Hunter vibra sur le comptoir. C'était un texto crypté d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Pensais-tu vraiment que j'étais assez stupide pour aller à Brooklyn, petit oiseau? J'ai suivi le téléphone prépayé de Lorenzo. Je sais exactement où tu es. » Avant que Hunter ne puisse crier, les lumières du penthouse s'éteignirent complètement. Les lourdes portes blindées de l'ascenseur privé commencèrent à s'ouvrir en grinçant dans l'obscurité. Les lourdes portes en acier, renforcées de l'ascenseur privé, s'ouvrirent avec un grincement métallique qui résonna dans le penthouse de Tribeca, plongé dans le noir. Hunter se tenait figé au centre de l'immense salon. Les vues panoramiques de la ligne d'horizon de New York, habituellement à couper le souffle, ne fournissaient maintenant qu'une faible lumière ambiante de la ville en contrebas. Le réseau électrique principal du penthouse avait été complètement coupé. Une seconde plus tard, les générateurs de secours se mirent en marche, baignant les couloirs d'une faible et sinistre lueur rouge à diodes électroluminescentes. Hunter serra fermement le petit Léo contre sa poitrine. Le bébé, sentant le changement soudain du rythme cardiaque de sa protectrice, commença à gémir. « Mon petit ange », respira frénétiquement Hunter, pressant ses lèvres sur son front chaud. Elle couvrit sa petite oreille avec sa main, priant pour qu'il ne pleure pas. De l'obscurité du hall d'entrée, le clic-clac distinct et rythmé de talons hauts sur le parquet brésilien importé rompit le silence. Lorenzo a toujours été trop prévisible. La voix d'une femme résonna dans le vaste appartement. La voix était douce, cultivée et dégoulinante de venin. C'était Camilla Romano. Il pense comme un instrument contondant, un marteau. Mais moi, je pense comme un scalpel. Croyait-il honnêtement que je ne reconnaîtrais pas un piège? J'ai payé un ancien agent du Mossad véreux 3 millions de dollars pour installer le logiciel espion Pegasus sur ses serveurs privés le mois dernier. Je n'ai pas seulement suivi son téléphone prépayé, petit oiseau. Je t'ai observé à travers les caméras de sécurité pendant 3 jours. Le sang de Hunter se glaça. La prise de conscience la frappa comme un coup physique. Camilla l'avait vu créer des liens avec Léo. Elle avait vu Lorenzo l'embrasser sur le front. Il ne s'agissait plus seulement de politique mafieuse. C'était profondément, violemment personnel. Hunter savait qu'elle ne pouvait pas distancer les hommes de Camilla à découvert, et elle ne pouvait certainement pas combattre des tueurs à gages armés de la mafia avec un bébé dans les bras. Elle avait besoin d'une arme, et elle avait besoin d'un bastion. Elle se tourna et sprinta silencieusement sur ses pieds nus dans le long couloir éclairé en rouge vers l'infirmerie. C'était la pièce la plus fortifiée du penthouse, à l'exception de la chambre forte, que Hunter n'avait pas l'autorisation biométrique d'ouvrir. « Où te caches-tu, petite laitière » La nargua Camilla, sa voix se rapprochant. L'odeur lourde de son parfum Tom Ford Black Orchid commença à serpenter dans l'air vicié du penthouse. « Tu ne peux pas le protéger. Il était une erreur, une petite complication prématurée et faible
qui se dresse entre moi et un empire de 2 milliards de dollars. Hunter se glissa à l'intérieur de l'infirmerie et ferma doucement la lourde porte, verrouillant le pêne dormant. Ses mains tremblaient violemment. Elle déposa le bébé emmailloté et agité dans le berceau médical rembourré. « Reste silencieux, mon courageux garçon. Juste une minute. » murmura Hunter, les larmes lui montant aux yeux. Elle fouilla frénétiquement les comptoirs en acier inoxydable. Il n'y avait pas d'armes ici. Lorenzo gardait son arsenal dans la suite principale. Mais c'était une salle de traumatologie entièrement équipée, conçue pour soigner les blessures par balle en toute discrétion. Hunter ouvrit un tiroir stérilisé et en sortit un scalpel chirurgical. La lame en acier au carbone brillait de manière menaçante dans la lumière rouge d'urgence. Elle attrapa également un lourd défibrillateur portable en acier massif. Dehors, les bruits de pas s'arrêtèrent. « Sais-tu à quel point tu es pathétique ?» La voix de Camilla était étouffée par le bois épais, mais elle était juste derrière la porte. Une femme de ménage qui joue à la maman avec le don du syndicat Rossi. Il ne t'aime pas. Il t'utilise comme une tétine biologique pour son morveux mourant. Dès que ce bébé sera sevré, tu seras rejeté dans le caniveau d'où tu viens. La prise de Hunter sur le scalpel se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La guerre psychologique était censée la briser, mais Camilla sous-estimait gravement le pouvoir terrifiant du deuil et de l'amour d'une mère. Hunter avait déjà perdu un enfant à cause d'un monstre violent. Elle ne perdrait absolument pas un autre. Boum! Un coup de feu étouffé brisa la serrure de la porte de l'infirmerie. Des éclats de bois volèrent à travers la pièce. La porte fut enfoncée avec une force brutale. Camilla se tenait dans l'embrasure, silhouettée par les lumières rouges d'urgence. Elle était vêtue d'un trench coat blanc immaculé, tenant un Glock 19 plaqué or personnalisé. Deux énormes hommes de main lourdement armés se tenaient derrière elle dans le couloir. Camilla entra dans la pièce, ses yeux froids balayant les ombres jusqu'à ce qu'ils se posent sur le berceau. Elle sourit, un étirement terrifiant et prédateur de ses lèvres rouges. « Voilà le petit héritier. Sortez, » dit Hunter. Elle sortit de l'ombre à côté de la porte, plaçant son corps directement entre Camilla et le berceau. Elle tenait le scalpel vers l'extérieur dans une posture défensive, ses yeux brûlants d'une fureur féroce et indomptée. Camilla rit doucement, sincèrement amusée. « Tu as apporté un petit couteau à une fusillade, Hunter. Comme c'est pittoresque. » Elle leva le Glock, le pointant directement sur la poitrine de Hunter. « Tuez la femme de chambre, » ordonna Camilla à ses hommes sans se retourner. « Je veux m'occuper du bébé moi-même. » Un oreiller sur le visage ne laissera aucune marque. Une mort tragique au berceau. L'un des hommes de main s'avança, tendant une main massive pour saisir Hunter par la gorge. Hunter ne broncha pas. En une fraction de seconde, elle lança le lourd défibrillateur en acier, directement sur les genoux de l'homme de main. Le poids massif le frappa, avec un craquement écœurant. L'homme rugit de douleur, ses jambes fléchissant, son fusil d'assaut tombant sur le sol. Avant que le second homme de main ne puisse réagir, Hunter se jeta en avant avec une vitesse terrifiante, enfonçant le scalpel chirurgical profondément dans le poignet de la main armée de Camilla. Camilla poussa un cri perçant de douleur absolue. Le Glock plaqué or tomba de ses doigts, cliquetant sur le carrelage stérile. Le sang fleurit instantanément sur sa manche blanche immaculée. « Salope !» hurla Camilla, reculant en titubant et se tenant le bras. « Tirez-lui dessus! Tirez-lui dessus! Maintenant !» Le second homme de main leva son arme, pointant le canon sur la tête de Hunter. Hunter resta sur ses positions devant le berceau de Léo, se préparant à l'impact, écartant les bras pour protéger l'enfant derrière elle. Elle ferma les yeux. « Je t'aime, Léo. » Mais le coup de feu qui résonna dans la pièce ne vint pas de l'homme de main. Il vint du couloir. La poitrine de l'homme de main explosa dans une gerbe de sang et il s'effondra mort sur le sol. Hunter haleta, ses yeux s'ouvrant brusquement. Debout au bout du couloir éclairé en rouge, ressemblant à un dieu de la guerre baigné de sang et d'ombre, se tenait Lorenzo Rossi. Le rugissement assourdissant du coup de feu dans le couloir clos et éclairé de rouge fut absolu. Il brisa le silence tendu de l'infirmerie, laissant un sifflement aigu dans les oreilles de Hunter. Le temps sembla se fracturer, ralentissant à un rythme angoissant. L'énorme homme de main, qui était à une fraction de seconde de presser la détente sur Hunter, n'eut même pas le temps de halter. Sa poitrine explosa dans une gerbe de sang horrible.
la force cinétique de la balle de gros calibre soulevant entièrement son corps du parquet brésilien importé. Il s'effondra en arrière, un poids mort, son fusil d'assaut cliquetant inutilement contre les plaintes. Hunter resta figé devant le berceau, les poumons en feu, les yeux fermés alors qu'elle protégeait le petit Léo de son propre corps. L'odeur âcre du cuivre et la pointeur sulfureuse de la cordite brûlée inondèrent l'air stérile de la salle de traumatologie. Un silence lourd et terrifiant suivit l'explosion. Lentement, Hunter ouvrit les yeux. Les lumières d'urgence à diode électroluminescente projetaient de longues ombres déformées dans le couloir. Enjambant les restes brisés de la lourde porte en chêne se trouvait Lorenzo Rossi. Il était une vision terrifiante de violence primale déchaînée. Il avait abandonné sa veste de costume sur mesure, quelque part entre le rez-de-chaussée et le penthouse. Sa chemise blanche était déboutonnée au col. Les manches étaient retroussées pour révéler l'encre sombre et complexe de ses tatouages du syndicat sicilien. Dans ses mains massives, il tenait un fusil à pompe tactique Benelli M4, le canon fumant encore dans la pénombre. Derrière lui, se déplaçant avec la précision létale et synchronisée d'une unité paramilitaire hautement entraînée, se trouvaient Dominique, Rocco et une demi-douzaine des soldats les plus redoutés du syndicat Rossi. Ils sortirent de la cage d'escalier de secours, leurs armes dégainées, balayant le périmètre avec une efficacité impitoyable. Ils n'étaient pas allés au quai de Brooklyn. Tout cela n'avait été qu'un mensonge élaboré et brillant. Croyais-tu honnêtement? La voix de Lorenzo tonna à travers la porte brisée, un baryton terrifiant et résonnant qui semblait faire vibrer les fondations mêmes du gratte-ciel, que je ne saurais pas quand un rat ronge les fils de ma propre maison? Camilla Romano, pâle comme un fantôme et se tenant le poignet qui saignait abondamment là où Hunter avait enfoncé le scalpel, recula. Elle heurta le bord d'un comptoir médical en acier inoxydable. Son trench coat blanc immaculé était maintenant ruiné par le sang de ses propres hommes. Son ricanement arrogant et venimeux se dissipa instantanément en une terreur pure et sans mélange. « Lorenzo » balbutia Camilla, ses yeux passant frénétiquement du canon fumant de son fusil à pompe aux yeux froids et morts de ses hommes. « Tu étais à l'entrepôt. Le tracker. Silas a trouvé le logiciel espion Pegasus enfoui dans nos serveurs cryptés il y a 4 heures, gronda Lorenzo, entrant complètement dans la pièce. Il n'accorda pas un seul regard aux hommes de main morts qui saignaient sur son sol. Ses yeux sombres et frénétiques cherchèrent immédiatement Hunter. Quand Lorenzo la vit debout, pieds nus, tremblante, couverte d'une légère poussière de plâtre, mais protégeant agressivement le berceau de son fils, avec un scalpel chirurgical ensanglanté, toujours serré dans sa main, un regard de soulagement profond et stupéfiant envahit ses traits endurcis. Le tension mortel dans sa mâchoire se relâcha d'une fraction de pouce. Il abaissa le canon du Benelli. « J'ai tracé l'adresse IP de ton hacker véreux », continua Lorenzo, tournant enfin son regard mort et vide vers Camilla. « Gideon Shaw, opérant depuis une ferme de serveurs d'une société écran, à Hoboken, New Jersey. Nous avons rendu une visite très personnelle à M. Shaw il y a 1 heure. Il a été étonnamment coopératif après que Dante lui ait brisé les 3 premiers doigts avec un marteau à panne ronde. Il a remis tous les fichiers cryptés, tous les virements offshore acheminés par le Crédit Suisse, et exactement ce que tu prévoyais de faire ici ce soir. » Les genoux de Camilla fléchirent visiblement. Elle glissa le long des armoires médicales, laissant une traînée de rouge sur l'émail blanc immaculé. « Lorenzo, s'il te plaît, tu dois comprendre, nous sommes de la famille. Le sang de Sofia coule dans mes veines. J'ai fait ça pour le syndicat. Ne prononce plus jamais le nom de ma femme décédée en ma présence. » Rugit Lorenzo, le son résonnant comme un coup physique. Il combla la distance entre eux en 2 enjambées massives, dominant la femme recroquevillée. « Tu as empoisonné mon fils en bas âge. Tu as orchestré un assassinat lent et angoissant d'un bébé. Et ce soir, tu as essayé d'assassiner la seule femme qui a réussi à lui sauver la vie. Je devais le faire, » hurla Camilla hystériquement, le vernis poli de la princesse de la mafia se fissurant enfin entièrement. « La famille Romano est en faillite, Lorenzo. Mon père a fait de terribles investissements dans les territoires du Fulton Fish Market avant de mourir. Nous devons 40 millions de dollars au cartel de Sinaloa. Ils allaient me dépecer. Si Léo héritait du domaine Romano, les actifs seraient bloqués dans un trust pendant 18 ans.
J'avais besoin du capital liquidé maintenant. J'avais besoin que le garçon disparaisse. Hunter écoutait depuis l'ombre du berceau, l'estomac retourné. Il ne s'agissait jamais de pouvoir ou d'une grande vision mafieuse. Il s'agissait de cupidité. Une cupidité pure, pathétique et de terribles dettes. Un petit bébé innocent souffrait d'une défaillance d'organes simplement parce que sa tante avait besoin de rembourser un cartel. « Tes dettes sont ta propre tombe, Camilla », dit Lorenzo, sa voix tombant à un murmure terrifiant et mortel. « Tu es un cancer, et ce soir, je t'extirpe. »« Tu ne peux pas me toucher !» cria Camilla, le désespoir rendant sa voix stridente. « La commission, les 5 familles exigeront une réunion. Tu ne peux pas exécuter une chef Romano sans un procès et des preuves irréfutables. Les familles Lucchese et Genovese déclareront une guerre ouverte au syndicat Rossi si tu me tues ici. » La lèvre de Lorenzo se retroussa en un sourire cruel et triomphant. Il plongea la main dans la poche de son pantalon et en sortit un petit enregistreur audio noir et crypté. Il appuya sur un bouton. Le bourdonnement silencieux de l'infirmerie fut soudain rempli par la lecture d'une voix. « Tuez la femme de chambre. Je veux m'occuper du bébé moi-même. Un oreiller sur le visage ne laissera aucune marque. Une mort tragique au berceau. » C'étaient les mots exacts de Camilla d'il y a 3 minutes. Enregistré avec une qualité audio haute fidélité parfaite. Silas a truffé de micros chaque centimètre carré de ce penthouse dès que nous y avons emménagé mon fils. Dit froidement Lorenzo, rangeant l'appareil. La commission entendra cette bande demain matin à 10 heures. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura qu'un vote unanime. À midi, toute ta faction sera démantelée. Tes capots restants seront absorbés par mon syndicat, et tu seras effacé de l'histoire. Lorenzo tourna légèrement la tête, s'adressant aux hommes massifs qui attendaient dans le couloir. Dominique, Rocco. Oui, patron, répondirent les 2 hommes de main à l'unisson. Emmenez ces ordures dans les cellules de détention insonorisées du sous-sol. Demandez au docteur Harris de soigner son poignet. Je la veux pleinement consciente, pleinement lucide et ressentant chaque once de son échec lorsque je la présenterai à la commission demain. Non, Lorenzo, attends. S'il te plaît, je signerai tout. Ne les laisse pas m'emmener. Hurla Camilla, se débattant sauvagement alors que Dominique et Rocco la soulevaient par les aisselles. Ses talons de créateur coûteux traînaient inutilement sur le parquet. Ses cris de sanglots désespérés s'estompèrent au loin alors que les lourdes portes de l'escalier de secours se refermaient, replongeant le couloir dans un silence sinistre. Le siège était terminé. Lorenzo resta au centre de la pièce un long moment, sa large poitrine se soulevant, alors que l'adrénaline commençait lentement à se dissiper. Il déchargea le fusil, mit la sécurité et posa l'arme lourde sur un plateau médical en acier inoxydable. Puis, il se tourna vers Hunter. Le terrifiant et intouchable don de l'Empire Rossi disparut. À sa place, se trouvait juste un homme, un père qui avait failli perdre tout son monde pour la 2e fois. Hunter tremblait de manière incontrôlable maintenant. Le choc s'installait. Ses genoux semblant être en coton. Le scalpel ensanglanté glissa de ses doigts engourdis, cliquetant bruyamment contre le sol carrelé. En 3 longues enjambées, Lorenzo traversa la pièce. Il ne parla pas. Il tendit simplement la main et attira Hunter dans une étreinte écrasante et désespérée. Il enfouit son visage dans le creux de son cou, respirant son odeur, un mélange de lait, de peur et de pure survie. Ses mains massives et calleuses couvraient son dos, la tenant si fermement que c'était comme si elle était la seule chose qui le rattachait à la terre. « Je te tiens », murmura Lorenzo d'une voix rauque, les mots vibrant contre sa peau. « C'est fini, Miyakara. Tu es en sécurité. »« Mon fils est en sécurité. » Hunter s'effondra contre sa poitrine solide, ses mains agrippant le tissu de sa chemise, alors que les larmes se libéraient enfin. Elle allait le tuer, Lorenzo. Elle allait le tuer juste devant moi. Mais elle ne l'a pas fait, dit férocement Lorenzo. Il recula juste assez pour encadrer le visage de Hunter, strié de larmes, avec ses grandes mains. Ses pouces essuyèrent doucement la poussière de plâtre et les larmes de ses joues. Ses yeux sombres étaient remplis d'une émotion si profonde, si brute et sans protection, qu'elle coupa le souffle à Hunter. « Parce que tu t'es battu pour lui. Tu t'es battu pour nous, Hunter. Tu as ramené la lumière dans une maison morte. » Lorenzo se pencha. Il ne demanda pas la permission, et Hunter ne le voulait pas.
Il pressa ses lèvres contre les siennes dans un baiser possessif, profondément passionné et rempli d'une dévotion brûlante et indéniable. C'était une revendication. Hunter fondit dans sa chaleur, enroulant ses bras autour de son cou épais, s'ancrant au roi puissant qui avait juré de la protéger des ténèbres du monde. Le baiser avait le goût du sel et du salut absolu. Un gémissement soudain et exigeant rompit le silence. Ils se séparèrent lentement, tous deux à bout de souffle, leurs fronts reposant l'un contre l'autre. Un sourire doux et sincère perça la lourde tension sur le visage de Lorenzo. Hunter se tourna et plongea la main dans le berceau, soulevant le bébé qui pleurait et gigotait dans ses bras. Léo cherchait aveuglément contre sa poitrine. Affamé, en colère contre le bruit, et totalement inconscient du fait qu'un empire venait d'être démantelé et sauvé en son nom. « Quelqu'un », murmura Hunter, essuyant une larme persistante de son œil, tout en berçant le garçon. Il réclame très agressivement sa tétée de fin de soirée. Lorenzo s'approcha derrière elle, enroulant un bras lourd et protecteur autour de la taille de Hunter, les ramenant tous les deux, elle et son fils, contre sa poitrine. Il regarda dans le couloir, où ses soldats restants se tenaient au garde-à-vous, attendant les ordres. Salvatore appela Lorenzo à son lieutenant. Fais monter une équipe de nettoyage immédiatement et informe les hommes. La voix de Lorenzo se durcit, projetant une autorité absolue. À partir de cette nuit, Hunter n'est pas du personnel. Elle fait partie de la famille. Sa parole est ma parole. Sa sécurité est ma vie. Si quelqu'un lui manque de respect, il me répondra. Suis-je bien compris? Oui, Don Lorenzo, répétèrent les hommes, inclinant respectueusement la tête vers Hunter. Lorenzo baissa les yeux sur la belle et courageuse femme tenant son fils, déposant un doux baiser sur sa tempe. Allons nourrir notre garçon. Il murmura le mot « notre », suspendu magnifiquement et de manière permanente dans l'air entre eux. Demain, le syndicat Rossi entre dans une nouvelle ère, et je montrerai au monde qui est exactement ma reine. Hunter Higgins a commencé comme une femme de chambre brisée et en deuil, se cachant d'un monde cruel. Mais par un acte extraordinaire d'amour maternel, elle est devenue la protectrice féroce d'un héritier de la mafia et la reine incontestable de l'Empire Rossi. Le parcours de Lorenzo et Hunter prouve que parfois, les forteresses les plus impénétrables ne sont pas percées par des balles, mais par la compassion. Et les blessures les plus profondes sont guéries par un amour inattendu. Le petit Léo a grandi fort, en bonne santé et farouchement protégé par la mère qui l'a choisi dans l'obscurité. Si ce récit dramatique de trahison mafieuse, de suspense à enjeux élevés et du pouvoir de guérison incroyable de l'amour d'une mère vous a tenu en haleine, nous voulons avoir de vos nouvelles. S'il vous plaît, aimez cette vidéo. Partagez-la avec vos amis qui aiment les romances palpitantes et cliquez sur le bouton d'abonnement pour plus d'histoires intenses inspirées de la vie réelle. Laissez un commentaire ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à la place de Hunter? On se retrouve dans la prochaine histoire.